Bonjour à tous, on va pouvoir commencer. D'abord, merci de vous être connectés à ce webinaire sur le réseau intelligent de demain. Merci aussi à tous nos intervenants de s'être rendus disponibles pour pouvoir échanger sur ces sujets aujourd'hui. L'idée, comme vous l'avez compris aujourd'hui, ça va être de pouvoir échanger sur le, hop, le réseau intelligent de demain, comme je vous l'ai dit. Hop là. C'est aujourd'hui un webinaire qui a été proposé par ID4 Mobility, S2E2 et Image et Réseau. Donc on va pouvoir se présenter à tour de rôle pour un peu contextualiser le sujet au sein de nos pôles respectifs. Hop, est-ce que c'est bon, vous voyez mon écran? Mm. Oui. Hop là. Donc le réseau intelligent de demain, comme je vous le disais à l'instant, c'est vraiment un sujet qui est à la croisée de beaucoup de thématiques techno. Donc notamment, moi je suis Éléonore Mencier, je suis chef de projet innovation au sein du pôle ID for Mobility, qui est le pôle de compétitivité du Grand Ouest en lien avec les mobilités terrestres. Donc nous, ça va vraiment être sur l'angle véhicule qu'on va s'intéresser au sujet. Ensuite, ça a été travaillé avec S2E2. Donc, je vais laisser Stéphane se présenter et présenter le pôle rapidement. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, Stéphane Henry, chargé de projet au sein du pôle S2E2, qui est le pôle de l'électricité et de l'énergie en général. Et donc, sur le volet V2G et notamment énergie embarquée dans les véhicules. Merci Stéphane. Et pour finir, il y a un lien aussi très fort avec la data sur les thématiques du smart grid. Donc, on a travaillé également avec Images et Réseaux. Je vais laisser Lisa se présenter et présenter le pôle. Bonjour à tous, moi c'est Lisa Collin, je suis chargée de projet d'innovation et de développement au sein du pôle Image et Réseau. Et Image et Réseau, ça va être le pôle de compétitivité référent du numérique sur la Bretagne et les Pays de la Loire. Et le numérique, ça englobe un grand nombre de sujets, mais nous, on va articuler nos missions autour de 6 domaines techno, notamment la donnée et l'intelligence artificielle. Merci Lisa. Donc vraiment, on avait voulu vous apporter une vision très large lors de ce webinaire-là, partir vraiment de la gestion d'énergie jusqu'à l'adaptation des véhicules avec tout le volet data qui apparaît à l'ensemble des niveaux. Si c'est bon pour vous, Laurent, c'est bon, Ouais. on peut lancer la première Je vais partager présentation. du coup. C'est moi qui Voilà, partage. ouais, je pense que c'est le plus simple, comme ça vous pourrez passer les slides. Ouais, donc je prends la main. Ça va couper la Oui, présentation actuelle. Est-ce que vous voyez mon écran? c'est bon, C'est bon? Ça marche. Et ben j'y vais. C'est parti pour 15 minutes, c'est ça? exactement, top chrono. Donc, bonjour à toutes et tous, je suis Laurent Le Breton, je suis le fondateur et dirigeant d'une entreprise rennaise qui s'appelle Eagle, EGLE. On est un éditeur de logiciels, on travaille sur le champ de la donnée territoriale au sens large. Et ces dernières années, on s'est concentré sur les sujets des données d'énergie, notamment en coopération avec le pôle Image et Réseau, mais aussi des sujets avec le pôle ID4 Mobility. Je serais ravi de travailler avec le pôle S2E2 aussi également, mais pour le moment, c'est surtout avec le pôle Image et Réseau. Donc aujourd'hui, j'interviens pour parler des data, du sujet data et énergie, et essayer d'avoir une vision un peu d'ensemble et de voir quels sont les enjeux, notamment autour de l'interopérabilité et de la mutualisation des données pour arriver à avoir une vision d'ensemble et arriver à avoir une approche un peu globalisante pour pas passer à côté des sujets de la sobriété énergétique. Donc j'ai voulu partir d'une représentation du territoire où on voit que l'énergie et les données sont partout. Donc, si on regarde, en gros, si on reprend la filière de l'énergie qui va de la production jusqu'à la consommation, sur la partie production, on a évidemment tous les moyens de production, que ce soit les centrales, les éoliennes, les panneaux solaires, qui vont être des producteurs, les barrages que j'ai mis là aussi, qui vont fournir de l'énergie. Mais du coup, pour avoir une bonne compréhension de ce qu'ils fournissent, il faut récupérer des données sur le système de production. Ensuite, on va passer par la partie distribution où on va avoir à la fois la haute tension, la moyenne tension et la distribution jusqu'à l'utilisateur final, en passant donc par les réseaux, par les transformateurs et
par l'intelligence qu'on est en train de mettre de plus en plus sur les réseaux. Et donc tout ça émet et consomme de la donnée. Et puis, évidemment, dernier ressort, on a la partie consommation, où on va s'attacher à regarder ce qui se passe au niveau des compteurs, au niveau des capteurs, que ce soit les bâtiments, les équipements, les véhicules, les bornes de recharge, l'éclairage public, etc. J'en passe. Mais on est tous concernés et on a toutes les 5 minutes des usages de l'énergie, voire plus. Voilà. Si on fait un zoom sur le type de données et ce qu'on va observer grâce aux données, j'ai repris à peu près la même logique, c'est-à-dire sur le système de production. Et à chaque échelle, on a la même problématique, c'est-à-dire qu'on va à la fois avoir un besoin de comprendre le patrimoine, ce qui permet de produire de l'énergie, ce qui permet de la distribuer, ce qui permet de la consommer, et on va récupérer les informations de la production, de la distribution et de la consommation. Donc en termes de production, on revient sur savoir où sont les centrales, savoir où sont les éoliennes, les panneaux solaires, leur dimensionnement, leur capacité, leur connexion entre elles, etc. Et sur la partie production, on va regarder les quantités produites, les rythmes de production, la localisation. On va récupérer éventuellement des informations sur les émissions de CO2 correspondantes. Sur la partie distribution, on va retrouver plutôt la description en termes de patrimoine du réseau. Donc le réseau haute tension, moyenne tension, basse tension, et tout ce qui permet entre ces réseaux-là de passer l'énergie, donc les transformateurs, etc. sur le réseau. Et ça, c'est plutôt fourni par les distributeurs. En matière de mesure sur le réseau de distribution, on va regarder les quantités transportées, le rythme, la localisation, ce qui va permettre aussi de savoir, par exemple, à tout moment, quels sont les moyens de production engagés, quelle est l'énergie distribuée par rapport aux moyens de production, donc d'avoir des idées du CO2 émis à tout moment, par exemple, sur le réseau de distribution. Et puis après, un bout de chaîne, on a la consommation, on va retrouver là aussi le patrimoine et les mesures, mais aussi d'autres données contextuelles. Donc sur le patrimoine, on va retrouver tout ce qui décrit les bâtiments, les équipements, leur localisation, des informations descriptives comme l'âge, la surface, les usages de ces bâtiments. Et ça, c'est tout le monde. C'est les collectivités, les entreprises, les particuliers, et puis des structures comme l'IGN, par exemple, ou le CSTB, qui vont fournir plein de données qui permettent de contextualiser ou d'enrichir la description de ces sujets-là. Et sur la partie consommation, on va retrouver ce qui vient essentiellement des compteurs intelligents, donc Linky, Gaspard pour la partie électricité et gaz. Et puis, on va retrouver à côté de ça des données qu'on voit de plus en plus qui sont issues de ce qu'on appelle l'IoT ou les capteurs, donc qui vont permettre d'avoir des informations de présence, des informations autour des émissions de CO2, de la qualité de l'air, etc. Et ce que je mentionne en bas, parce que j'ai fait un zoom sur le réseau électrique, vous l'avez vu, le graphique qui représente surtout le réseau électrique, on ne peut pas se cantonner à l'analyse de l'électricité, il faut vraiment avoir une approche multi-énergie, multi-fluide, où on va aussi aller regarder des données comme le bois, le fioul domestique, ce genre de choses, même si on a des usages de plus en plus marginaux, c'est des contributeurs importants aujourd'hui, et on ne peut pas passer à côté. La difficulté, c'est comme ce ne sont pas des énergies de réseau pour la plupart, c'est plus difficile de capter l'information. Donc il y a un point dur là-dessus, sur récupérer les données issues de ces énergies-là. Donc ensuite, si on regarde à quoi servent les données, parce que c'est bien de se dire il faut des données, mais il faut réfléchir pourquoi on veut des données. Donc là, c'est représenté sous la forme d'un cycle, parce que on commence et puis après on boucle plusieurs fois là-dessus. En gros, on a 4 grands usages de la donnée et d'énergie, mais c'est vrai pour d'autres domaines aussi. On a un usage qui est descriptif, qui est un élément qui va permettre de comprendre la manière dont l'énergie est produite, distribuée et consommée, qui est très importante parce que sans ça, on n'a pas de point de départ et on ne peut pas agir, on ne peut pas mener d'action. Ensuite, on a un élément qui est plus prescriptif. On est déjà dans l'analyse de la donnée et dans la prise de décision par rapport à cette information-là. Donc, on va pouvoir faire des arbitrages, décider quels sont les bâtiments les plus énergivores, mener des plans d'action. On a un usage qui est un usage prédictif. On va commencer à croiser de la donnée et à anticiper des événements futurs. On va prendre en compte la météo, on va évaluer une augmentation du prix de l'énergie, par exemple, et on va voir là aussi comment on va pouvoir se servir de la donnée pour prendre des décisions pour le futur. Et puis le dernier élément, c'est proactif, où là, on va vraiment être sur la rétroaction sur le système. C'est-à-dire qu'on va avoir des moyens de pilotage et de commande à distance du réseau. Et c'est par là qu'on commence à parler de réseau intelligent, parce qu'on va pouvoir faire des équilibrages grâce à la donnée. Donc, je vais zoomer sur chacun des points pour donner quelques exemples. Donc, sur la partie descriptive, c'est vraiment l'usage des données des compteurs intelligents, Linky, Gaspard, des capteurs qui permettent de savoir à tout moment ce qu'on consomme,
avec de la donnée historisée, on va pouvoir faire un bilan de l'évolution de la consommation. On va pouvoir voir, par exemple, avoir une cartographie des bâtiments, des équipements les plus consommateurs sur un territoire. Et on va pouvoir commencer à avoir une compréhension de ce qui se passe et de là où il faut agir. Évidemment, je parlais d'un cycle. Donc, quand on aura bouclé la première fois la boucle, si on a si on a pris des décisions, si on a évalué du futur et si on a rétroagi sur le système, à la boucle d'après, on va être capable de voir l'impact de ces décisions et de ces rétroactions sur le système. Donc, c'est bien pour ça que ça boucle en permanence. D'un point de vue prescriptif, là, on va être plutôt sur la capacité à faire du croisement de données, à comparer des choses à différentes échelles, les bâtiments entre eux, les bâtiments, les équipements, à analyser du CO2, des usages et de la consommation, ce genre de choses. Et donc, on va pouvoir commencer à faire des choix, des arbitrages sur le système. C'est comme ça qu'on va pouvoir mener des schémas directeurs immobilier énergie, par exemple, sur des gestionnaires de patrimoine. D'un point de vue prédictif, on va être plus dans la compréhension du passé, le croisement de données avec des données exogènes, type météo, contexte, anticipation de nouvelles technologies qui arrivent, etc., pour pouvoir commencer à faire des projections et améliorer la partie prescriptive, c'est-à-dire améliorer les plans d'action et les adapter au fur et à mesure des sujets qui arrivent. Et puis le dernier volet, c'est la partie proactive. Donc là, on est vraiment sur on parlait tout à l'heure du réseau intelligent. Donc, les transformateurs aujourd'hui vont être capables, par exemple, de mener des actions d'effacement sur des entreprises qui se sont portées volontaires pour effacer une partie de leur consommation à un moment de la journée ou la nuit, par exemple. Donc là, on va voir où on va pouvoir aussi couper les heures, couper le système d'heures creux. C'est ce qui s'est passé l'hiver dernier, par exemple, avec la crainte d'un hiver rude. Enedis a mis en place un système qui permettait de supprimer le créneau heure creuse et donc d'éviter le déclenchement de chauffe-eau à une heure précise au moment où il y avait des craintes de tension sur le réseau. Une fois qu'on a vu tout ça, il y a un enjeu à ce que les données communiquent entre elles. On voit bien aujourd'hui la sobriété, l'enjeu de la maîtrise de l'énergie sur le réseau. C'est pas quelque chose qu'on peut faire tout seul dans son coin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maîtriser, pas prendre son bain à 1 heure, c'est très bien, mais il faut que ce soit une approche globale et on peut pas le gérer comme ça tout seul dans son coin. Et donc évidemment, il y a un enjeu à ce qu'on puisse mettre côte à côte ou croiser les données de tous les sous-systèmes, systèmes à différentes échelles dans le temps et avec des productions de données qui sont hétérogènes. Donc on peut pas assurer que tout le monde va produire les données avec le même outil, les mêmes moyens. Donc il y a un enjeu à ce qu'il y ait une compatibilité ou en tout cas une capacité à faire croiser les données entre elles, donc soit par des systèmes de référentiel de données, par une description un petit peu homogène du patrimoine, ou par des formats de données qui sont adaptés, qui peuvent être compatibles entre eux, mais aussi sur les protocoles de diffusion, puisqu'en fait, il va y avoir différents outils qui vont contribuer à l'alimentation de données, donc il faut que les protocoles permettent de récupérer les données et de les mettre entre elles, les mettre côte à côte. Souvent, on s'arrête là quand on parle d'interopérabilité. On parle de technique des données et on s'arrête là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur l'énergie, on va devoir regarder ce qui se passe à l'échelle d'un bâtiment, puis à l'échelle d'une commune, puis à l'échelle du département, puis à l'échelle de la région et à la fin à l'échelle nationale et idéalement ce qui se passe dans le monde pour avoir une bonne compréhension des flux et des enjeux de l'énergie. Et donc, l'interopérabilité, elle est aussi valable aux différentes échelles. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des enjeux de pouvoir passer, d'agréger des données à différentes échelles pour pouvoir avoir une vision d'ensemble. Et donc pour ça, les référentiels de description des patrimoines sont importants. Aujourd'hui, l'IGN, le CSTB travaillent sur une base de données nationale des bâtiments, par exemple, avec un identifiant unique de chaque bâtiment en France, ce qui va permettre de savoir que quand on parle d'un bâtiment, quand on est dans la commune, quand on est dans le département, c'est le même bâtiment dont on parle. Et puis, il y a une importance à ouvrir les données et les services pour faciliter les coopérations. Alors ça, c'est la donnée, enfin, un grand sage disait, la donnée, c'est ce qui porte le plus mal son nom en France. C'est quelque chose qu'on ne donne pas facilement, alors que ça s'appelle une donnée, et il faut avoir une logique d'ouverture. Alors ça peut être une ouverture maîtrisée avec des contreparties financières, mais en tout cas, il y a un enjeu à ce que on n'ait pas l'obligation de reconstituer les données à gauche à droite et en permanence à les refabriquer. Et puis, il y a un autre enjeu d'interopérabilité,
parce que l'énergie, c'est pas un sujet qu'on traite en 2 mois et puis après on le met derrière nous, on se dit: «C'est réglé». C'est des sujets qui s'étalent sur plusieurs décennies. On voit l'enjeu du décret tertiaire, par exemple, c'est des horizons 2050. Donc si d'une année sur l'autre, on n'est pas capable de comparer les données, on a tout perdu. C'est-à-dire qu'on va pas pouvoir faire des comparaisons, on va pas pouvoir avancer à ce titre-là. Alors je vais m'arrêter là sur l'interopérabilité, parce qu'on a des gens très forts autour de la table pour parler de ça, mais voilà, c'était important de le rappeler sur le volet énergie et par rapport à la manière dont on l'abordait nous. Je passe sur l'aspect mutualisation. De la même manière, dans la continuité des enjeux d'interopérabilité, si on met pas volontairement les données en commun, et là on n'est plus dans des enjeux d'interopérabilité, mais plutôt dans des enjeux de gouvernance, on va avoir une problématique et on va obliger les autres à reconstituer des données pour avoir une vision d'ensemble. Donc il y a vraiment un enjeu à ce qu'il y ait des règles qui se mettent en place. Alors on parle de commun de données, on parle de régie de données, on parle de portail de données à des échelles régionales, voire nationales. Donc c'est vraiment là-dessus qu'il faut se concentrer si on veut pouvoir avoir une vision d'ensemble. Ensuite, il y a un enjeu directement lié à la consommation d'énergie par la mutualisation. On parle beaucoup de numérique responsable, beaucoup d'acteurs publics se sont engagés dans des démarches de numérique responsable et des entreprises aussi. Si on disperse les moyens, si on déploie des serveurs de tous les côtés, si on met du stockage très dispersé, on va sans doute avoir des consommations d'énergie liées à l'usage du numérique supérieures aux gains qu'on va apporter grâce au numérique sur le réseau intelligent. Donc, il est très important d'être vigilant à ne pas démultiplier les moyens techniques et humains sur les développements liés aux enjeux de la transition écologique. Donc, on est bien dans des logiques d'analyse de cycle de vie, de bien regarder qu'en gros, on est cohérent. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on commence à réfléchir à des nouveaux modèles de coopération entre les acteurs. On parle de communs de données. Donc, les communs de données, c'est les communs les plus connus dans le monde, c'est Wikipédia, c'est OpenStreetMap, ce genre d'outils qui sont des outils contributifs où chacun vient apporter des briques à un élément dont tout le monde peut bénéficier. Ça ne veut pas dire que tout est en open data, ça ne veut pas dire que tout est gratuit. Il peut y avoir des règles et donc en fait, il faut bien identifier les parties prenantes, les contributeurs, les bénéficiaires et mettre en place des règles où tout le monde y trouve sa place. Mais ça permet de faire émerger des nouveaux modes de coopération. Et puis un point très important, c'est que la mutualisation ne veut pas dire la concentration. On pourrait penser avec la phrase la mutualisation des moyens techniques, etc., c'est un moyen de réduire l'impact. Ça ne veut pas dire qu'on met tout au même endroit, mais ça veut dire qu'on évite de refaire à plusieurs fois la même chose. Donc, et on peut avoir une architecture fédérée, des moyens fédérés, mais à un moment, qui permettent de raccrocher les fils. Et donc, on est bien dans des démarches de mutualisation. Donc tout ça pour dire, j'arrive à la conclusion, on ne peut pas mener une stratégie de sobriété et de construire un réseau intelligent sans avoir tous les outils du diagnostic, de la décision, du pilotage et du suivi de tout ça. Et la donnée est essentielle pour ça. L'ensemble des acteurs doivent être impliqués et on doit les mettre en capacité d'agir. C'est parfois pas facile quand on est une toute petite structure de contribuer à ça parce qu'on a l'impression qu'on ne peut pas maîtriser les données. Or, aujourd'hui, il y a plein d'outils qui permettent de faciliter la vie pour ça. La mutualisation, c'est un très bel outil pour éviter la dispersion et réduire les impacts environnementaux. Il faut essayer autant que possible, alors ça vient de démarches plutôt nationales ou réglementaires, de construire les conditions de l'interopérabilité. Et ce qui est assez rassurant, c'est qu'il y a quand même pas mal d'initiatives régionales et nationales qui ont été lancées. Donc en Bretagne, on est bien, bien lotis. Alors Bretagne, Pays de la Loire et territoire de S2E2, hein, je ne veux pas faire de jaloux. Il y a notamment le programme Smile, qui est un programme qui a connu de très belles heures et qui est en train de redémarrer et qui est vraiment un cadre très intéressant pour travailler de manière coopérative autour de ces sujets-là. Des acteurs comme Breisalec, les syndicats d'énergie. Les fournisseurs et les distributeurs sont tous aussi impliqués dans la production de données, dans l'harmonisation des données. C'est vraiment assez intéressant. Il y a le SGPE, directement missionné par la Première ministre, qui a lancé une démarche similaire à ce qui s'est fait sur la santé au niveau de l'énergie pour la construction de communs. Et puis des structures comme, c'est pas le CESTB, mais c'est le CSTB, le CEREMA ou la Banque des Territoires qui lancent des initiatives avec des moyens financiers associés. Donc voilà, donc, il y a des choses qui sont lancées. Et l'idée, c'est de ne pas réinventer là non plus 36 000 dispositifs, mais d'essayer de plutôt trouver les complémentarités. Merci Voilà. beaucoup. Merci beaucoup, Laurent. Je vois qu'il y a une première question. L'idée, ça va être d'enchaîner les présentations et de prendre un temps à la fin du webinaire pour répondre à l'ensemble des questions qui seront sur le petit module questions-réponses. Je vais maintenant laisser la parole à Tanguy Poupard.
de chez Drive. C'est bon pour la Ouais, connexion? C'est bon? oui, très bien. Est-ce que vous voulez partager directement votre écran et votre présentation, comme ça vous pouvez passer les slides au fur et à mesure? Oui, je pense que ce serait effectivement préférable. Merci beaucoup. Et donc, Monsieur Poupard va nous parler de l'intégration de la mobilité électrique dans le réseau par la technologie du véhicule to grid. C'est bon, Exactement. on voit bien votre écran. Vous avez 15 minutes. Parfait. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup au S2E d'avoir organisé cette présentation. Merci également à mon prédécesseur qui a parlé d'un certain nombre de points qui m'ont beaucoup parlé parce que vous pourrez également les retrouver sur le sujet de l'intégration des véhicules électriques dans le réseau. Pour me présenter, je m'appelle Tanguy Poupard. Je suis responsable du développement commercial pour Drive, qui est la filiale d'EDF qui développe des solutions de recharge intelligente pour les véhicules électriques. On va se situer sur différents types de véhicules. Nous allons à la fois des véhicules particuliers aux poids lourds type bus et camions. Et nous sommes les leaders à la fois en France et un des leaders en Europe également sur toutes les technologies de recharge intelligente. Aujourd'hui, nous allons principalement nous concentrer sur la technologie véhicule to grid, dont certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler, mais que probablement peu d'entre vous ont déjà vu en vrai, puisqu'elle est encore au début de son développement en France en tout cas. L'idée générale de la technologie véhicule to grid et plus généralement des technologies de recharge intelligente, c'est de faire en sorte à la fois que la recharge électrique coûte le moins cher possible, qu'elle soit plus écologique en rechargeant évidemment au moment où le mix électrique est le moins carboné, mais aussi faire en sorte que le réseau électrique puisse accueillir de façon optimale et avec des coûts minimales l'afflux des véhicules électriques que nous voyons déjà et qui va se poursuivre au cours des années prochaines. Alors, un petit point de vocabulaire qui permettra de bien comprendre la présentation. La technologie véhicule to grid, c'est une technologie qui permet d'utiliser la batterie des véhicules électriques comme moyen de stockage de l'électricité pour à la fois recharger lorsque le mix électrique est peu cher et peu carboné, mais également décharger la batterie des véhicules électriques lorsque le mix électrique est cher et carboné. Il se différencie de ce que nous, on peut appeler le V1J, et qui va permettre d'uniquement, ce qui est déjà pas mal, piloter la recharge. Aujourd'hui, on fait les deux au sein de Drive, c'est-à-dire que d'une part, on fait de la technologie qui permet de faire de l'injection-réinjection, et d'autre part, on va se concentrer uniquement sur le pilotage et la recharge, donc sans décharge. La borne que vous voyez à droite, c'est donc une borne co-construite avec notre partenaire ABB, que nous avons déjà déployée à plusieurs centaines d'exemplaires en France, et qui est donc aujourd'hui, il y a quelques autres expérimentations, mais qui est la principale borne véhicule to grid déployée en France. Alors, pour bien comprendre cet enjeu, j'ai jugé qu'il était utile de repartir un peu d'une vision plus globale sur la consommation électrique en France au cours des prochaines années. Ce graphique-là, il est tiré de RTE, Réseau de transport d'électricité, qui est donc l'entité qui organise le transport d'électricité en France et qui produit un certain nombre d'études prospectives pour déterminer quels seront l'avenir finalement de la consommation électrique en France. Et point important, les transports, et notamment leur électrification, est ce qui est amené à connaître la plus forte croissance parmi tous les autres postes. Donc, y compris plus important que l'industrie, y compris plus important que l'hydrogène. Donc, on est vraiment sur un changement majeur. Et donc, il convient de faire en sorte que les véhicules électriques puissent s'intégrer correctement dans le réseau. Évidemment, la principale raison, c'est l'électrification. Là encore, c'est le graphique d'RTE, à horizon 2050. Aujourd'hui, on en est au début. On commence évidemment, ça fait 2-3 ans, 4-5, qu'on commence à beaucoup en parler. Il y a 10 ans, on en parlait quand même extrêmement peu du véhicule électrique. Et les prochaines étapes qui vont être à la fois menées par des facteurs d'ordre réglementaire, type ZFE, type interdiction
l'interdiction de vendre des véhicules thermiques, et à la fois pour des raisons économiques qui vont faire que, au fur et à mesure, les véhicules électriques vont coûter de moins en moins cher, vont faire que la part des véhicules électriques va considérablement s'agrandir. Et c'est sur la base de cette vision et en anticipant, comme aussi l'a mentionné mon prédécesseur, je pense que l'anticipation est très importante sur tous ces sujets-là, que nous souhaitons développer la technologie véhicule to grid. En effet, aujourd'hui, lorsque les véhicules électriques se branchent de manière naturelle, ils vont le faire au moment de ce qu'on appelle les pics de consommation sur le réseau électrique. C'est-à-dire, généralement, lorsque l'on revient du travail, vers 19h, et le matin, en arrivant au travail, donc on va brancher son véhicule sur son travail, et ça va participer à la pointe, ce qu'on appelle la pointe électrique du matin. Pour ceux qui ne sont pas tout à fait familiers avec ce fonctionnement, en fait, le principal défi aujourd'hui du réseau électrique, c'est pas tellement la production annuelle moyennisée, c'est vraiment ces pics de consommation qu'on peut avoir notamment pendant l'hiver et qui mettent le réseau sous tension parce qu'à des moments, on a beaucoup de consommation et pas tant que ça de production et il faut qu'on réussisse à en permanence équilibrer l'offre et la demande d'électricité. Et là-dessus, le pilotage de la recherche des véhicules électriques et notamment la technologie véhicule to grid peut beaucoup apporter. Alors, ce petit schéma explicatif, il permet de montrer un peu le fonctionnement aujourd'hui de la technologie véhicule to grid tel qu'on le voit. On va avoir une borne qui va permettre à la fois de se connecter au bâtiment et au véhicule, et qui va pouvoir envoyer, en fait c'est notre plateforme qui va envoyer par l'intermédiaire de la borne des instructions de charge et décharge qui vont permettre de à la fois optimiser la recharge des véhicules électriques d'un point de vue financier, puisqu'on va recharger au moment où l'électricité est peu chère, et également d'un point de vue CO2, puisqu'on va recharger plus tôt lorsque l'électricité est la moins carbonée. L'objectif premier, ça reste quand même généralement un impact financier sur la facture du client. Donc, on va avoir un système qui est ce qu'on appelle bidirectionnel entre le véhicule et la borne qui est elle-même connectée au bâtiment. Généralement, on réinjecte sur un bâtiment, donc il faut qu'il y ait une certaine consommation aussi électrique dans le bâtiment, alors qui n'a pas besoin d'être extrêmement élevée, mais qui doit être existante. Ce qui est aujourd'hui une difficulté d'ailleurs pour l'installation de bornes véhicules to grid à domicile, puisque la nuit, évidemment, chez vous, vous avez peu de consommation électrique, et donc on serait bien en peine de pouvoir réinjecter l'électricité sur votre bâtiment. Donc aujourd'hui, les principaux clients chez lesquels on réinjecte chez qui on installe des bornes véhicules to grid, c'est essentiellement des collectivités locales et des entreprises. Alors comment ça fonctionne concrètement? Eh bien, nous mettons à disposition des clients une application sur laquelle ils peuvent indiquer leurs besoins de charge et de mobilité. Donc évidemment, on ne fait pas n'importe quoi. Nos clients nous indiquent l'heure à laquelle ils souhaitent que leur véhicule soit rechargé et le pourcentage de charge auquel ils souhaitent que leur véhicule soit récupéré à la fin de la recharge. Donc généralement, ce qui se passe, c'est qu'on a par exemple des véhicules de flotte municipaux qui vont être utilisés de 8h du matin à 17h. Eh bien, on sait qu'à 8h du matin, il faut que le véhicule soit entièrement chargé. Et on sait que de 17h à le lendemain à 8h du matin, on a finalement une page blanche sur laquelle on va pouvoir rendre différents services et sur laquelle on va pouvoir optimiser la recharge des véhicules électriques. Il est important de noter qu'à la fois sur la borne et sur l'application, il est possible à tout instant pour les utilisateurs de forcer la recharge et donc de mettre fin au service véhicule to grid et de recharger à fond la borne. Alors ça, c'est une petite carte qui n'est pas tout à fait à jour d'ailleurs, de nos installations un peu partout en France. On a une grande partie de nos installations qui sont situées sur les sites EDF, ce qui signifie qu'EDF fait confiance à cette technologie. On a une centaine de bornes sur les sites EDF, sur des sites à la fois tertiaires et de production, et où les véhicules vont être utilisés pour effectuer de la charge, décharge,
sur ces sites et avec un déploiement important. Vous pouvez voir qu'il y a une concentration relativement forte des bornes dans la région Occitanie, dans le sud. Cela est notamment lié au fait qu'il y a un programme spécifique qui est appelé le programme Flexitanie, qui a permis, par le biais de subventions, de favoriser le déploiement de la recharge intelligente dans cette région. Donc, on s'est beaucoup concentré aussi sur cette région. Alors, très important, aujourd'hui, la technologie véhicule to grid, elle n'est pas compatible avec l'ensemble des véhicules électriques. Et ça, c'est un des grands défis aujourd'hui qu'on a dans le déploiement. Elle est compatible avec ce qu'on appelle les véhicules au standard japonais CHAdeMO. Et donc, le véhicule au standard japonais CHAdeMO, aujourd'hui, ça va être pour beaucoup des véhicules Nissan. Et donc, il nous faut aujourd'hui encore trouver des véhicules électriques Nissan qui soient déployés en France. Alors, Nissan a été un plus grand constructeur de véhicules électriques pour longtemps. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas, en tout cas en France. Et par contre, évidemment, nous sommes en discussion avec l'ensemble des constructeurs pour faire en sorte que la technologie soit compatible avec les futurs modèles CCS, qui est donc le standard européen, pour faire de la technologie to grid. Donc, ça va être le cas. Tous les constructeurs ont ça sur leur roadmap, plus ou moins avancé, et on est en discussion avec chacun d'entre eux. Et pour certains, ça va venir au cours des prochains mois maintenant, on peut le dire, puisqu'il y a des annonces officielles qui ont été faites, notamment par Volkswagen. Parmi les services réalisés, on peut notamment noter l'équilibrage en temps réel du système électrique. Donc, c'est une technologie qui a été certifiée par RTE, que j'ai évoqué en début de présentation, et qui vise à souligner notre capacité à participer à ce qu'on appelle la régulation de fréquence. Alors, sans entrer dans les détails techniques, ça correspond essentiellement au fait d'équilibrer en permanence l'offre et la demande d'électricité, qui est une des priorités en permanence sur le réseau électrique. Et donc, nous, en faisant des cycles d'injection sur le réseau lorsque on manque d'électricité et de recharge des véhicules lorsqu'au contraire on a trop d'électricité sur le réseau, on contribue à ce qu'on appelle la réserve primaire, qui va permettre de maintenir la fréquence du réseau aux alentours de 50 Hz, qui est la fréquence qui est attendue sur le réseau électrique. Alors, ce petit schéma, il va permettre aussi de bien comprendre exactement ce qui se passe dans l'exemple, par exemple, que j'ai évoqué précédemment, entre 17h et 8h du matin. Eh bien, généralement, en France, on a un pic de consommation entre 18h et 21h. Et c'est le moment où on va souvent mettre en route des centrales thermiques de pointe, où on va parfois importer de l'électricité de l'étranger. Et nous, on va contribuer à limiter cette difficulté en déchargeant la batterie des véhicules électriques à ce moment-là. Et donc, pendant les périodes de pointe, on va réinjecter de l'électricité vers le bâtiment. C'est autant d'électricité, évidemment, qu'il n'y a pas de l'extérieur. Et donc, on va contribuer à limiter cette période de pointe. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va rendre les services au réseau, notamment de régulation de fréquence. Et on va faire ça pendant toute la nuit, donc des petits cycles de charge-décharge qui vont se faire, j'aurai l'occasion de le repréciser, mais selon les règles qui ont été fournies par le constructeur de véhicules électriques pour ne pas impacter la durée de vie de la batterie des véhicules électriques. Et ensuite, le matin, c'est pendant la nuit en fait, à partir de 3-4 heures, on va recharger la batterie des véhicules électriques selon les instructions qui ont été fournies par le client pour faire en sorte que le client puisse se recharger à l'heure où il le souhaite et qu'il ait bien ses véhicules chargés le lendemain matin. Notre ADN et notre première volonté, c'est que la technologie de pilotage de la recharge n'impacte en rien le schéma d'utilisation et les habitudes de charge des opérateurs. Voilà. Et donc pour conclure, Driiv a été sélectionné par l'Union européenne pour être le catalyseur de la technologie véhicule to grid en Europe. Donc ça signifie qu'on va recevoir des subventions. Et là-dessus, on va être essentiellement, alors il va y avoir des impacts positifs au niveau tarifaire, mais le premier objectif,
c'est de limiter l'impact CO2 de la recharge des véhicules électriques pour éviter qu'on se recharge au moment où le mix électrique est fortement carboné. On reçoit des subventions pour cela et qui sont évidemment versées aux clients et qui permettent d'installer des bornes aujourd'hui à un prix qui est similaire à celui d'une borne classique. Dans d'autres cas, donc là-dessus, il n'y aura pas de ce qu'on appelle de reward, de récompense, puisque les banques sont déjà subventionnées et qu'on s'intéresse essentiellement à la dimension CO2. Mais dans d'autres cas, on a aussi d'autres modes de rémunération où on va rémunérer l'utilisateur pour des services rendus. Et donc, on va donner quelques dizaines d'euros par mois et par borne pour récompenser en fait, l'utilisateur d'avoir mis son véhicule à disposition du réseau pendant une période de temps donnée et ainsi fournir une incitation. Aujourd'hui, dans cette période un peu de transition entre le véhicule FANEMO et le véhicule CCS, on déploie aussi beaucoup de technologies de recharge intelligentes tout court, donc sans la dimension des charges. On va le faire par exemple pour les flottes de bus, on peut le faire pour les camions, on le fait par exemple pour la flotte d'EDF et on le fait également enfin, on est en discussion et où on le fait avec plusieurs autres grandes flottes en France, parmi les plus grandes. Et ce qui va nous permettre à la fin d'avoir ce qu'on appelle une batterie virtuelle qui va nous permettre de décaler la recharge des véhicules électriques au meilleur moment pour faire en sorte qu'elle puisse advenir au moment où l'électricité est la moins chère et la moins carbonée. Et c'est aussi l'objectif global qui est là derrière, c'est de faciliter le passage à l'électrification euh, pour, euh, pour l'ensemble des flottes. Voilà, alors je vous remercie pour votre écoute. Vous avez Merci beaucoup. j'espère que je n'ai pas dépassé le temps. Non, c'est Euh, parfait. Très bien. Et mon numéro va en dessous. Alors, n'hésitez pas à me contacter. Je ne pourrai pas rester jusqu'au bout du webinaire, mais vous avez mon contact. Et n'hésitez pas aussi à poser des questions au fur et à mesure. Je ne sais pas s'il y en a déjà eu. Il y en a déjà eu, mais peut-être qu'on pourra vous les retransférer par mail et vous pourrez répondre directement à la personne Oui, bien sûr. concernée. Comme Avec ça plaisir. sera le plus simple. Très bien. Merci beaucoup, Tanguy. Merci beaucoup à vous. On va pouvoir passer à la suite avec Philippe Jakubowski de chez LMI Powidian. Philippe, je peux te laisser prendre le contrôle, le partage de l'écran. Et donc Philippe va nous parler plutôt de la partie véhicule et de la partie batterie des véhicules. Il y a déjà eu plusieurs questions sur le sujet, donc je pense que ça intéresse. Merci. Bonjour à tous. Alors, on va aborder ça sous l'angle d'un constructeur de véhicules. Que, qui nous sommes, nous sommes LMI. C'est une société qui existe formellement depuis relativement récente. Elle a été créée en 2019 au centre du RCS. Par contre, il y a un savoir-faire plusieurs décennies, quoi, dont des voitures de compétition, et puis des développements innovants, des homologations aussi. Et là, le projet actuel sur lequel nous sommes, c'est de faire un véhicule utilitaire électrique. Donc, c'est un projet qui a émergé en 2021. Et donc là, on s'est associé avec Cognitian, un fonds d'investissement qui s'appelle Xeris. Juste Et Philippe, pour le son, il y a pas moyen de... Parce que je pense que ça hache pas mal. la vidéo, peut-être. Là, est-ce que c'est mieux? Est-ce que vous m'entendez mieux là? C'est un petit peu mieux. Donc là, le véhicule, on est en plein développement et on espère l'homologuer d'ici septembre 2024. Et ensuite, donc, nous sommes situés près du Mans, à Mulsanne. Donc, on a notre centre de R&D et on a aussi notre usine qui est installée dans le bâtiment voisin.
véhicule, au début, on était parti sur un véhicule très urbain, de petite taille, et puis finalement, on a pu euh, trouver des solutions particulières à moteur qui nous permettent d'envisager des choses un peu plus conséquentes, hein. Donc, le véhicule un peu grossi, donc, mais le projet reste là. L'idée, c'est de participer à la décarbonation des professionnels. Donc, on fait un châssis cabine et donc on a une chaîne de traction électrique qui est alimentée par une source d'énergie qui peut être des batteries ou l'hydrogène. Et ensuite, à l'arrière du camion, bah, on installe ce que souhaite le client ou le client installe lui-même. Alors, pourquoi je pense qu'on a des chances? C'est parce qu'on a déjà on a un très bon moteur donc, qui permet d'aller à 110 km/h. Ce n'est pas le cas de tous les véhicules utilitaires électriques. Ensuite, les chargeurs, on rentrera dans les détails après. L'énergie. Donc aujourd'hui, on propose déjà une solution modulable avec des batteries de 37 à 110 kWh et éventuellement ensuite l'hydrogène. Donc, bah, nous, on a cette modularité et on peut adapter les capacités du véhicule par rapport aux besoins des clients. Et ensuite, plus globalement, donc on a des possibilités d'évolution, c'est-à-dire que en fait, notre véhicule, du point de vue mécanique, au sens du châssis et aussi de son architecture électronique, est adapté à vivre en fonction des différentes technologies. Donc, on peut passer déjà, enfin, sur ce qu'on propose, on peut passer d'un véhicule à l'autre pour rajouter des batteries s'il s'avère que le besoin change, si le client a peut sous-estimer son besoin. Il déploie un écosystème hydrogène, ça prend 5 ans pour tout construire. Bah, c'est pas grave, il démarre avec des batteries et demain on peut lui faire, on peut lui faire passer ses véhicules à l'hydrogène. Et puis demain, il y aura des nouvelles techno de batteries, je pense aux lithium solide, aux batteries sodium, à toutes ces choses-là. Donc, bah, si c'est intéressant, on pourra les monter dans le véhicule. Dans tous les cas, on les essaiera. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'obsolescence du véhicule. Et puis on essaye de faire un véhicule sympa, confortable, pour que les gens aient plaisir à l'utiliser. Donc là, on a une gamme de véhicules avec différentes capacités. Ça, c'est notre projet d'aujourd'hui. Alors, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet du webinaire, d'un point de vue infrastructure de recharge, on a deux possibilités, soit de la charge en courant alternatif, soit de la charge en courant continu. La charge en courant alternatif a embarqué un 9 kW sur notre véhicule. Là, ce chargeur-là, ça va permettre de faire de la recharge lente. Donc, c'est typiquement ce qu'on fait à domicile. Donc là, effectivement, quoi, si on charge un véhicule, si on le branche en rentrant, enfin, c'est un véhicule professionnel, quand on rentre au dépôt le soir, on le branche. L'idée, c'est de le récupérer chargé le lendemain matin. On tombe un peu par les scénarios qui étaient évoqués par Tanguy à l'instant. Donc, en fait, on va parler d'une charge qui se fait en quelques heures, quoi. Sur le grid, on n'a pas trop d'impact parce que finalement, c'est de la basse puissance, hein, 9 kW. On va pouvoir se raccorder en basse tension. Néanmoins, là, je raisonne au niveau d'un véhicule. Effectivement, comme l'a expliqué à l'instant Tanguy, si on commence à faire ça sur quelques dizaines ou centaines de véhicules, ça commence à peser. Et ensuite, une petite chose en plus qui est offerte par certaines technos de chargeurs, c'est qu'on peut assez simplement faire des chargeurs réversibles. Et donc, nous, c'est le cas sur notre véhicule. Donc, l'activité, c'est qu'on va
l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir faire du V2L, véhicule to load. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir alimenter quelque chose. Donc, nous, ce qu'on offre, c'est une prise type domestique hein, qui pourra fournir 3 kilowatts. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Ben, on va pouvoir, lorsqu'on arrive sur un chantier avec le camion, on va pouvoir alimenter l'outillage électro-portatif. Ou alors, on pourra recharger, par exemple, les batteries des outils, enfin, voilà, ce genre de choses, pouvoir aller jusqu'à se faire un café au moment de la pause. Alors ensuite, une petite limitation, c'est que bah, le chargeur, soit il travaille en tant que chargeur, soit il fait du V2L. Donc, ça veut dire que la prise électrique elle sera utilisable hors de la charge. Ensuite, on a un chargeur PC. Donc, c'est de la charge en courant continu. L'idée, c'est de prendre du courant continu qui vient d'une borne de recharge et puis on envoie ça vers la batterie. Donc, nous, ce qu'on permet, c'est jusqu'à 110 kilowatts sur nos batteries. Donc là, l'intérêt, c'est la charge rapide. Ça veut dire qu'en 1 heure, on pourra recharger le véhicule. Donc, bah, c'est un peu ce qu'on a sur les. Ça correspond un peu aux charges sur les chargeurs type Ionity ou chargeurs. Alors, par contre, il faut être vigilant lorsqu'on utilise ces systèmes de charge rapide. Il ne faudra pas envoyer trop de puissance dans la batterie. Ce qu'on préconise, c'est de se limiter à 1 C. Donc 1 C, ça veut dire recharger les batteries en 1 heure. Donc, si on a une batterie 110 kWh, on va charger à 110 kW. Et si on a une batterie 37 kWh, on va limiter la puissance à 37 kW. Donc là, la régulation de puissance se fait par un dialogue entre le véhicule et le chargeur. Et de façon plus générale, si on regarde les véhicules électriques, si on prend des véhicules type Audi, Tron, Porsche, BMW, donc là on a des véhicules plutôt haut de gamme. Et là, les batteries sont faites pour marcher à 800 volts. En fait, ça permet d'avoir un peu moins de courant à puissance égale. Donc là, les constructeurs autorisent la charge en moins d'1 heure. Par contre, sur les gammes de véhicules standards, euh, bah là, je dirais, oui, on peut faire de la charge rapide. Par contre, en constructeur et puis ayant travaillé dans les batteries, effectivement, on peut le faire quoi. Lorsqu'on part en vacances, on pourra charger son véhicule en charge rapide. Par contre, si on fait ça au quotidien, parce qu'on n'a pas de borne chez soi, et on va à la station Ionity qui est à côté au centre commercial, là, oui, techniquement, on peut le faire. Par contre, les batteries vont quand même s'user plus vite. Je dirais d'un point de vue perso, garder ça pour de l'usage occasionnel. Ensuite, le V2G. Là, ça a été expliqué. Donc, un peu ce qu'on pourrait tirer du V2G. L'idée, c'est soit on donne on charge le véhicule lorsqu'il n'y a pas beaucoup de consommation. Et puis, à l'inverse, lorsqu'il y a trop de production, qu'on ne consomme pas assez, ben, c'est l'inverse, enfin bref, on adapte la consommation à la production du véhicule selon le comportement du réseau qu'on voit sur la fréquence. Alors par contre, nous, vu du véhicule, d'un point de vue très applicatif, ce qu'il faudra éviter, c'est de faire, d'aller aux extrêmes de charge ou de décharge de la batterie du véhicule. Il faudra que la borne puisse s'asservir aux consignes qui seront données par le véhicule. Parce que c'est pareil, si on décharge trop une batterie, si on la charge trop, c'est pareil, on peut encore entamer la durée de vie de la batterie.
Et ensuite, il faudra limiter la puissance, donc c'est limiter en charge de batterie à 1C, puis je dirais en décharge, peut-être avoir 2C. C'est vrai qu'une batterie de 100 kW, peut-être c'est limité en puissance à 200 kW. Alors, si on regarde globalement la mise en œuvre, donc au niveau des véhicules, ça peut paraître marginal, parce que comme on va limiter la puissance, comme on va limiter du fait de toutes les limitations, on n'aura que quelques kVA et puis quelques kilowattheures. Typiquement, sur un véhicule, je dirais, on va laisser 10% pour pagoder en V2G. Si on prend un véhicule standard, 70 kWh, ça veut dire qu'il y aura 5-6 kWh qui serviront à faire du V2G. À quelques kVA. Au niveau d'un véhicule, ça reste marginal. Par contre, si on a une flotte de véhicules, euh, bah là, ça devient intéressant, quoi, puisque au lieu de parler que de quelques kilowatts et quelques kilowattheures, on va commencer à parler en mégawatts ou en mégawattheures si on a une centaine de véhicules. Alors ensuite, d'un point de vue technique, euh, donc les impacts, donc on a vu sur la batterie, donc il ne faudra pas trop tirer, pas trop vider, pas trop charger sur la batterie. Préserver sa durée de vie, c'est les limitations qu'on va imposer. Et ensuite, nous, ce qu'il faut qu'on fasse dans le choix de notre chargeur, c'est qu'il faut que le chargeur soit réversible. Bah, ça, on a vu que c'est faisable. Déjà un chargeur réversible. Et ensuite, il faut que le chargeur puisse se synchroniser sur le réseau. Euh, voilà, pour qu'il soit en phase, quoi, comme c'est du courant alternatif. Si on injecte en positif quand le réseau est en négatif, ça va faire comme un court-circuit, donc on va tout griller, ça va casser. Donc là, il faut pouvoir synchroniser le chargeur avec le réseau. Et surtout que le réseau, sa fréquence change un peu, quoi. Donc ça varie un peu. Donc il faut s'asservir sur la fréquence du réseau. C'est pas impossible, ça se fait, hein, mais en l'occurrence, sur le chargeur qu'on a choisi, là, pour le moment, c'est pas fait. Alors, on verra peut-être que dans une révision euh, future du produit, lors des évolutions, on pourra prendre en compte ce genre de contraintes s'il s'avère que ça se développe. Merci Philippe. Voilà. Merci Philippe. Donc vous avez les coordonnées de Philippe si vous avez la moindre question. Encore désolé pour le son, c'est vrai que c'était un petit peu haché, mais enfin voilà, si vous avez la moindre question et besoin de précision, vous pouvez contacter Philippe directement avec ses coordonnées. De toute façon, on vous remettra les coordonnées de tout le monde dans le mail récap à la fin du webinaire. Je vais maintenant laisser la parole à Monsieur Ribaud, Alain Ribaud de Kéréval, pour Oui, conclure ce webinaire sur un volet cyberattaque cette fois. Je vous laisse prendre le contrôle de l'écran. oui, oui. Hop. Partager, ok, c'est bon. Je C'est pense que bon. vous pouvez voir mon écran. Ok, On voit votre PowerPoint en mode... voilà, voilà. parfait. Bonjour à tous. Donc, Alain Ribaud, moi je suis le directeur technique de la société Careval. Donc, on est membre pôle ID for Car et pôle, enfin ID for Mobility et puis pôle Image et Réseau. Donc, je remercie aussi le pôle S2E2 pour nous avoir permis de faire cette présentation sur la cybersécurité qui est notre quotidien, je dirais. Donc, Careval, on a un laboratoire d'ingénierie de test. On est basé à Torigné-Fouillard, à côté de Rennes. Donc, notre métier, c'est de faire du test dans tous les domaines, notamment du test dans la cybersécurité. On est prestataire d'audit de la sécurité des systèmes d'information. Donc, Labo Passy.
Je pourrais pratiquement m'arrêter. Alors attendez, je vais juste faire un peu ça. Ok. Je pourrais pratiquement faire toute ma présentation et arrêter ma présentation sur ce slide. Donc, je fais un petit retour sur l'ouverture des assises de la sécurité de la semaine dernière. Et donc, notamment, il y a une intervention de Vincent Strudel, qui est le directeur général de l'ANSSI, et donc qui a dit qu'effectivement, depuis deux ou 3 ans, les cyberattaques ont changé un petit peu de cible, c'est-à-dire qu'avant, c'était plutôt ciblé sur certains organismes un peu vitaux, et que maintenant, les attaques sont plutôt massives, systémiques, et donc ne visent pas quelqu'un ou une entité en particulier, mais ça peut toucher tout le monde, hein. Et donc c'est ce qu'on voit, hein, effectivement. On voit des administrations des hôpitaux, des particuliers, des grands groupes. Donc voilà. Et c'est ce qui pose un problème. Et ça me rappelle juste une petite chose là-dessus, c'est qu'effectivement, sur ces attaques massives, il y a eu des pirates qui sont tombés effectivement sur un hôpital. Quand ils ont su que c'était un hôpital, ils ont débloqué le ransomware. Mais bon, c'est pas toujours le cas, quoi. Donc voilà. Et donc, je veux pas être très très pessimiste, hein, mais ce que disait aussi Monsieur Strudel, c'est que il faut se préparer au grand soir quand des pans entiers de notre société seraient attaqués simultanément, quoi. Donc voilà, donc je vais faire un petit peu ma présentation là-dessus, et de voir comment est-ce qu'on se prépare justement à ça, et comment est-ce qu'on se prépare au passage obligatoire à l'échelle. On ne peut plus maintenant effectivement se focaliser sur certaines protections, mais faire de la protection à grande échelle. Donc là, juste quelques petits exemples, hein, de systèmes qui se sont fait hacker. Là, principalement, la CNIL se met un peu sur le sujet, parce que donc là, c'est la possibilité de passer quelques systèmes IoT en micro d'ambiance, et de vous espionner chez vous, hein. Donc voilà, donc ça peut être légèrement embêtant. Donc d'autres systèmes, hein, dans le domaine de la santé aussi, pacemakers, pompes à insuline, qui se sont fait hacker, ou qui se font hacker assez régulièrement. Dans le domaine du véhicule, dans le domaine de l'agroéquipement, bon, je pense que vous avez vu tout ça aussi passer, hein, mais voilà, donc je dirais que tous les domaines sont attaqués. Donc voilà, avec plus ou moins d'attaques en fonction effectivement de certaines cibles potentielles quand même. Alors pourquoi? Parce que les systèmes sont complexes, hyper connectés. Donc voilà, souvent on part aussi de systèmes historiques, hein, sur lesquels on rajoute ces aspects interconnexion. Elles évoluent avec des nouvelles technologies, mais c'est souvent des ajouts qu'on met sans penser à la sécurité de l'ensemble. Donc avec cette hyperconnexion, on augmente bien sûr la surface d'attaque, hein, et donc se pose la question de comment est-ce qu'il faut sécuriser tout ça. Et on doit faire appel à des spécialistes qui doivent avoir certaines compétences, et des compétences multiples, des compétences en architecture, des compétences en système embarqué, des compétences en système d'information, des compétences en réseau, des compétences en réseau filaire et radio, et bien sûr des compétences en cybersécurité. Donc voilà, et puis il y a des fois aussi des parties de ces systèmes qui sont difficilement, dont on peut difficilement faire la mise à jour, et donc c'est ça qui peut poser des problèmes aussi au niveau sécurité. Je vois que le temps passe très très vite. Là, on peut voir qu'effectivement au niveau du top 10 de l'OWASP, il y a pas mal de problématiques de vulnérabilité, hein, qui sont liées aux IoT, des problèmes de mots de passe codés en dur, des problèmes de mise à jour qui sont mal faites, des problèmes de sécurisation des données qui sont maîtrisées, qui sont manipulées. Voilà. Tous les domaines métiers peuvent être touchés.
il faut s'y préparer. Enfin, je dis souvent ça. La question n'est pas de savoir si nous allons être attaqués, mais quand allons-nous être attaqués. Mais il y a bien sûr des solutions qui sont en train de se mettre en place pour essayer de se préparer à cette prise en compte de la sécurité, de la sécurisation à l'échelle. Alors déjà, mettre en place un cycle de développement sécurisé, et je dirais plutôt un cycle de vie sécurisé, parce que ça doit se faire effectivement du départ, de la première idée qu'on a d'un nouveau produit ou d'un nouveau système, jusqu'à sa fin de vie. Parce que même lorsque les systèmes sont décommissionnés, on peut faire du rétro-engineering dessus, et à partir de là, essayer d'identifier des vulnérabilités, et puis de pouvoir les appliquer après sur d'autres systèmes. Et donc, le principe, c'est de faire du safety, security, privacy by design. Donc, c'est protéger tout le monde par rapport à la sécurité et à la sûreté de fonctionnement. Ça bouge. Donc, on a vu que tous les domaines métiers étaient impactés. Et donc, la prise en compte de la sécurité est en train de bouger aussi dans tous les domaines, notamment avec des nouvelles réglementations, avec des nouvelles normes. Je vais en citer quelques-unes là, juste maintenant. Vous avez peut-être entendu parler de l'European Resilient Cyber Act, dont le but est de mettre en place une régulation, qui va impacter donc les systèmes qui comprennent du logiciel. Et donc ces systèmes-là devront être audités au niveau de la cybersécurité. Et donc apporter la preuve effectivement que la cybersécurité a bien été prise en compte lors du développement et du déploiement de ces systèmes. Autre réglementation dans le domaine des véhicules. Donc là, depuis milieu d'année dernière, l'homologation des nouveaux véhicules doit inclure des audits de cybersécurité des véhicules et des audits de cybersécurité aussi des systèmes de production des véhicules des constructeurs. Donc voilà. Donc, ça veut dire que ça va effectivement dans le bon sens. Il y avait déjà des réflexions avant, mais maintenant, ça passe par de la réglementation. Des nouvelles normes aussi qui sortent sur le sujet. Donc là, j'en ai cité deux. Une dans le domaine des dispositifs médicaux, et puis une qui est un petit peu plus transverse, je dirais, sur les systèmes industriels, la 62443, qui liste la prise en compte de la sécurité dans les processus de réalisation, et aussi il y a des exigences spécifiques sur la cybersécurité, les mécanismes de cybersécurité qu'il faut prendre en compte. Ce qu'on voit ici, c'est qu'effectivement, il va y avoir à produire des éléments de preuve concernant les tests qui seront menés sur les produits développés, avec bien sûr tester que les fonctions de sécurité sont implémentées correctement, mais aussi voir comment est-ce que vous avez pris en compte la menace, faire des tests sur les vulnérabilités connues et faire aussi des tests de pénétration. Et on voit qu'en fonction justement des types de tests, il doit y avoir plus ou moins d'indépendance entre les développeurs et les testeurs. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place et qui va arriver assez rapidement. Alors ma petite boule de cristal dit que par rapport au Cyber Resilient Act, ce qui risque de se passer, c'est qu'effectivement, ces normes vont devenir opposables, et donc pourquoi pas être adossé au marquage CE. Donc, c'est-à-dire que comme dans le domaine de l'automobile, maintenant pour l'homologation, il faut faire des tests cyber, peut-être que pour le marquage CE, il faudra aussi faire des tests cybersécurité, et la même chose pour le marquage des dispositifs médicaux. Donc voici un petit focus rapide sur la description des exigences de sécurité qui doivent être implémentées dans des produits et des systèmes industriels. Et donc là, on voit quand même que c'est assez précis. Alors, je ne suis pas allé jusqu'à
fournir la description d'une exigence, mais c'est très détaillé, hein, et donc ça vous permet justement de vous appuyer là-dessus pour prendre en compte la sécurité dans les systèmes que vous développez. Alors, à Kereval, qu'est-ce qu'on fait justement par rapport à ça? On est en train de développer un banc de tests cybersécurité avec du test automatique, qui va permettre justement d'accompagner éventuellement certains de nos clients pour produire des éléments de preuve conformément au Cyber Resilience Act et conformément aussi au standard 62443. Donc, c'est ce qu'on voit là sur le schéma avec complètement à gauche, on voit le système de gestion de test avec aussi les exigences. Et donc là-dedans, on a rentré les exigences du standard 62443. En face, on a spécifié les tests. Enfin, on est en train de spécifier parce qu'on n'a pas fini. Bon. Mais les tests manuels et automatiques. Et pour les tests qui sont automatiques, on développe des briques d'automatisation qui sont pilotées par un ordonnanceur d'exécution de tests. Et donc, à partir de là, on peut faire un certain nombre de tests automatiques. Donc, comme on le voit là, on peut faire du test aussi sur des systèmes embarqués, pas que sur du système information, mais ça peut être aussi en parallèle sur du système embarqué et sur du système débarqué. Et donc, on peut aussi, je dirais, attaquer, stresser les systèmes sous test via leurs interfaces, qui peuvent être un petit peu de tout type. Donc voilà, donc ça peut être des cartes d'entrée-sortie qu'on va ajouter, ça peut être des bus embarqués réseau. Donc là, j'ai mis un exemple sur effectivement du bus scan qui est utilisé dans les véhicules. Donc on peut brancher par exemple un calculateur et donc faire des tests de cyber sur un calculateur. Et donc, ces tests automatiques sont exécutés et les résultats de tests sont remontés dans l'outil de gestion des tests pour produire les rapports et justement produire les éléments de preuve de conformité au standard 62443. Alors ça va dans le sens effectivement du message de M. Strubel qui est de dire il faut faire le passage à l'échelle. Et nous, ce qu'on dit, c'est que effectivement notre banc pourrait être utilisé justement comme premier crible de tests de cybersécurité. Alors bien sûr, il y aura après du pen test en plus à faire, donc du test de pénétration à faire, mais c'est justement ce premier crible qui pourrait être déployé à grande échelle et comme ça balayer je dirais les vulnérabilités qui pourraient être évitées justement si on respectait bien le référentiel 62443. Et donc, en plus, ce banc, lui, il peut être intégré dans le processus de développement de produits et de systèmes, donc en intégration continue, et pourrait être aussi utilisé en production pour faire des tests réguliers, des audits de cybersécurité réguliers. Avec nous, de notre côté, la capacité à mettre à jour justement ce banc par rapport aux nouvelles vulnérabilités connues. Et ce qu'on fait aussi, c'est justement des formations aux tests de cybersécurité avec de la théorie et de la pratique, aussi bien sur du système information que sur du système embarqué. Et donc voilà, et notamment, on présente justement quelle démarche il faut suivre justement pour mettre en place, implémenter ces tests, mettre en œuvre ces tests, on est en boîte noire et puis après, oui, on va ouvrir, si par exemple c'est un système embarqué, on va l'ouvrir, on va regarder ce qu'on est capable d'exploiter à l'intérieur. On voit souvent que il y a des traces qui restent, ou il y a des pins par exemple qui sont disponibles, sur lesquels on peut se brancher et sur lesquels on peut récupérer de l'information ou débloquer les verrous. Donc voilà. Donc on explique tout ça et on fait de la pratique lors de nos formations. Et voilà, et j'en ai terminé
Et je n'ai pas Merci beaucoup. regardé. Merci beaucoup, Alain. Euh, Donc, merci à tous les intervenants. On a quelques questions sur le chat. Je vous propose de les lire et puis comme ça, chacun peut répondre sur sa partie. Donc, en début de présentation, on avait un sujet informatique sur la partie interopérabilité. On avait pour l'interopérabilité des données, connaissez-vous le bus sémantique? Il permet d'agréger de nombreux types de données différentes. Est-ce que Laurent, c'est quelque chose que vous utilisez Alors oui, oui, enfin, j'imagine qu'on parle des trucs genre RDF ou des choses de cette nature-là, peut-être, sur le web sémantique, c'est des choses intéressantes. Après, il n'empêche que c'est surtout le contenu qu'il faut, ça c'est une techno. Et après, enfin, si c'est bien de ça dont on parle, hein, après, il faut quand même bien arriver à se mettre d'accord sur ce qu'on décrit, c'est-à-dire, une fois qu'on a une techno pour transmettre des données, il faut arriver à définir le sens, justement, la sémantique de ce qu'on met dedans. Je ne sais pas si c'était le sens de la question ou pas, mais Bah, je vais peut-être laisser Monsieur Dalmirac repréciser le temps qu'on passe à la ouais, question suivante. avec plaisir. Sinon, après, de toute façon, il y aura des échanges par mail possibles Ouais, bien après. sûr. Ensuite, on avait une question plutôt sur les batteries. Donc, il y avait plusieurs questions sur les batteries et Monsieur Poupard a transmis justement ses coordonnées mail pour y répondre. Mais là, cette fois-ci, c'était comment gérez-vous la température de batterie durant toutes ces phases pour limiter l'impact sur la durée de vie et maintenir sa performance. Donc là, c'est vraiment sur l'impact des charges-décharges qui a été un peu abordé, mais peut-être pas suffisamment dans le détail. Ouais, donc, vous m'entendez là, c'est bon, ça marche? On t'entend très très mal, mais Ouais, putain, on n'aura pas mieux, c'était. je pense. euh, oui, donc pour les batteries, en fait, ce qui se passe, c'est on s'appuie donc généralement sur ce qu'on font les constructeurs de batteries. Donc nous, on le gère pas à proprement parler dans le véhicule, sauf en cas d'alarme. Donc là, ce qui se passe, c'est que au niveau des batteries, donc on a des cellules électrochimiques et sur lesquelles il y a des capteurs de température. Tout ça, ça abreuve un BMS, qui est un Battery Management System. Donc, c'est une carte électronique qui est généralement intégrée à la batterie. Et elle, donc, va surveiller toutes ces températures et va donner à l'utilisateur des batteries, en l'occurrence nous, le fabricant de véhicules. Donc, on reçoit via un buscan, on reçoit des infos pour limiter notre consommation, cas échéant. Ok. Et si jamais on n'obéit pas, on ne prend pas soin de notre batterie, par exemple sur les batteries Forvie où je travaillais avant, on donnait des consignes comme ça, et si au bout d'un moment il n'y avait pas de réaction, on coupait la batterie quoi, pour la mettre en sécurité. D'accord. C'est des dispositifs de sécurité. Ouais. Ok. Bah, je pense que c'est clair sur cette partie-là. Et pour terminer, on avait cette fois une question pour Alain Ribaud sur le Digital Service Act. Est-ce qu'il a un volet cybersécurité, puisqu'on entend beaucoup parler de ce dispositif en ce moment? Oui, oui, oui. Alors, alors, bah, je ne l'ai pas regardé en détail, là, mais oui, il y a un volet cybersécurité, notamment pour bah, la protection de ceux qui utilisent les services. Donc voilà, alors, on a vu des choses passer côté ANSSI là-dessus. Et donc, justement, on est en train de regarder, parce que nous, en tant que laboratoire PASSI, on voulait savoir si, et justement, les tests qui vont être faits, et justement, c'est en lien avec le DSA, devront être réalisés par un PASSI ou pas. Donc, on est en train de regarder. Alors, je sais qu'il y a des choses, mais on n'a pas, alors d'aujourd'hui, on n'a pas analysé en détail. D'accord. Donc voilà. Mais tout ça, de toute façon, ça va dans la politique un peu européenne, hein. Donc, il y a différentes politiques au sein de la Commission européenne, mais justement de renforcer la cybersécurité, comme on a beaucoup parlé aussi d'interopérabilité, et la Commission européenne aussi a une politique de renforcer l'interopérabilité au niveau européen. Donc voilà. Donc enfin, interopérabilité, cybersécurité, c'est réellement dans la politique actuelle de l'Europe. Ok. Merci, c'est très clair. Donc on a
On a une personne qui nous remercie pour la présentation, donc merci beaucoup, encore merci à vous pour les éléments. Donc ce webinaire est enregistré, donc vous pourrez revoir des moments clés qui vous intéressent et récupérer les coordonnées mail si vous les avez pas eues. On vous les renverra nous avec le mail de clôture du webinaire. Nous sommes Stéphane, Lisa et moi-même disponibles pour toute question sur des projets d'innovation ou des mises en relation en lien avec le Smart Grid. J'espère que ces sujets interopérabilité, euh, IRVE, véhicules, batteries et cybersécurité vous ont intéressé et vous ont donné un peu plus de précision sur un sujet d'avenir. Et merci encore à tous. Je pense qu'on va pouvoir clôturer ce webinaire sur un petit sondage que vous avez dû recevoir. Et il va me rester à vous souhaiter une très très bonne journée. Je vais laisser Stéphane et Lisa, pareil, conclure de leur côté. Oui, bah, merci d'abord à tous les intervenants, puis surtout aux participants et qui ont animé de leurs réflexions et de leurs questions ce temps d'échange. C'est prioritaire aussi de pouvoir effectivement brasser les questions, les réponses, les sujets intéressants et intéressés. Merci à tous et n'hésitez pas à me contacter si vous avez quelconque idée de projet. Surtout, Surtout, on est là pour vous accompagner effectivement, puis vous mettre en relation. c'est ça. Merci à tous. Bon Bonne appétit journée. et bonne Bonne journée. journée. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Au Au revoir. revoir.